je voulais commencer avec une petite réflexion que je m'étais faite. En fait, plutôt un questionnement quand j'ai commencé à donner des cours. En fait, bah voilà, je me suis demandé comment fallait que je les donne, quel professeur je devais être, comment je devais enseigner, etc. Et en fait, il y a eu un moment où je me suis posé la question de comment faire en sorte que les gens qui commencent, eh bien, ils aient envie de s'inscrire et qu'ils aient envie de continuer. Et puis, bah, pour un sujet, peut-être pour une autre vidéo, c'est comment faire en sorte que la personne, elle dure dans le club, elle dure dans le temps, qu'elle a une pratique qui dure dans sa vie. Ok. Du coup, on va aborder d'abord voilà, il vient, il fait son cours d'essai ou voilà, il s'est inscrit, il vient de s'inscrire et on veut pas qu'il craque, on veut qu'il reste, on veut qu'il s'entraîne avec nous. Et en fait, d'un coup, je me posais cette question-là et en fait, ça m'a fait me rappeler quelque chose. Alors, c'est pas une étude, c'est pas, j'ai pas fait des stats ou autre, mais c'est juste une réflexion que je me suis faite. Vous me direz ce que vous en pensez. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires hein, toujours ce que vous pensez de mes vidéos. Voilà, j'aime bien échanger avec vous, donc c'est avec grand plaisir. Et en fait, moi, quand j'ai commencé, dans la salle, sur le tatami, au Cercle Tissier, il y avait Laurence Cousin, Akimaït Waret, David Pierre-Louis, François Laurent, Patrick Bitan, Olivier Michaelesco, Thierry Richevas, Aurélien Derval, et j'en oublie beaucoup. Et en fait, bah, tous ces gens-là, ils continuent encore aujourd'hui. Donc, j'ai l'impression, donc quand je regarde comme ça grossièrement, qu'une plus grosse majorité des gens qui ont commencé à l'époque où j'ai commencé, eh bien, ils sont restés jusqu'à aujourd'hui. Une autre chose aussi qu'on peut observer, c'est tous ceux qui ont fait venir le jiu-jitsu brésilien en France. À l'époque, je ne sais plus, c'était 8 ou 10 ou 12 ou un peu moins peut-être. Voilà, si vous vous rappelez de tous les noms des gens qui étaient allés au Brésil pour aller chercher le jiu-jitsu brésilien et le ramener en France, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Moi, j'ai Christian Derval, j'ai David Giorzetti, j'ai Konyam, j'ai Raphaël Schmitz, il me semble. Peut-être Gilles Arsène, je ne sais plus s'il faisait partie de ce groupe-là, mais voilà. Bon, il y avait quelques gars comme ça qui étaient chercher le jiu-jitsu brésilien, qui l'ont ramené, le combat au sol au Brésil, pour le ramener en France. Et en fait, bah, tous ces gens-là, ils ont continué, quoi. Et ma question, c'est pourquoi ces gens-là ont continué? Et donc, je me suis fait la réflexion et j'ai fait une petite analyse là-dessus. Alors, pareil, si ça se trouve, j'ai complètement tort. Si ça se trouve, en fait, il y avait une plus petite part de personnes qui, à l'époque, s'inscrivaient et continuaient par rapport à aujourd'hui. Mais de ce que j'observe comme ça, grossièrement, c'est que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de personnes qui sont restées et qui ont continué. Et en fait, c'est le pourquoi. Qu'est-ce qui a changé entre à l'époque où on a commencé et peut-être jusqu'à là, il y a quelques années, ou peut-être même encore jusqu'à aujourd'hui, dans les clubs. Et en fait, ce que je pense, c'est que à l'époque, en fait, personne roulait sur personne. Personne ne défonçait personne. Et en fait, moi, en tout cas, c'est mon ressenti. J'avais 12 ans, il n'y a personne qui m'a roulé dessus ou défoncé. Alors, bah, très certainement parce qu'ils avaient pitié pour moi. Mais c'est pareil avec d'autres personnes dans le club, quoi. Je me rappelle pas avoir vu des mecs qui écrasaient les autres pendant 1 heure et puis à la fin, les gens, ils en sortaient limite dégoûtés du sport, quoi. Voilà, moi, le seul qui a commencé à me faire ça, c'est quand à l'époque, au Cercle Tissier, ils avaient fait venir Flavio Peroba, donc mon premier professeur de lutte livrée, qui l'ont fait venir à l'époque pour justement essayer de développer la partie sans kimono. Ça s'est pas fait, je vais pas en parler dans cette vidéo, le pourquoi, etc. Mais c'est vraiment quelque chose qui est dommage parce que si à l'époque, le Cercle Tissier avait saisi cette opportunité de développer vraiment le kimono avec le jiu-jitsu brésilien et le sans kimono avec la lutte livrée, ça aurait été incroyable, je pense. Bref, c'est un autre sujet encore une fois. Mais du coup, le seul qui m'a roulé dessus, emprisonné, écrasé, c'était vraiment Flavio. Dans les débuts, quand on s'est connus, dans toutes mes premières années, voilà, de temps en temps, il me prenait et puis je sortais de là, je pleurais, je rentrais chez moi en pleurant et limite, enfin non, je me disais pas que je voulais plus faire ce sport, mais voilà, c'était dur moralement. Et en fait, mais j'étais déjà accroché par le sport, quoi. J'étais déjà accroché, j'avais envie.
Et bon, je pense qu'il l'a, enfin, c'était pas du tout, c'est pas du tout un reproche, c'est plutôt, je pense qu'il l'a fait pour, voilà, pour me montrer aussi ce que ça a fait de se faire défoncer. Et puis au final, je pense que ça a aussi travaillé sur, on va dire, ma résistance à la pression, on va dire, sur les sparring plus tard, quoi. Voilà, peut-être qu'il a fait exprès pour m'endurcir. Il faudra lui demander et la raison de pourquoi. Mais je pense que c'était vraiment dans cette optique-là. Et je pense que ça a bien fonctionné. Mais, encore une fois, c'était un moment où j'avais déjà accroché avec ce sport-là et que je venais déjà régulièrement. Du coup, encore une fois, donc mon analyse, c'est quoi? C'est que je pense qu'à l'époque, comme le niveau, voilà, le sport, il venait tout juste d'arriver en France. C'est pas quelqu'un, il avait déjà 50 000 techniques d'avance sur les autres, plein d'expérience et tout. Non, il y avait des gens qui se démarquaient, bien évidemment. Il y avait Patrick Bitan, il y avait Thierry Richvas. À l'époque, il y avait déjà Olivier Michalescu. Il y avait déjà David Pierre. Enfin, tous ces gens-là que j'ai cités, voilà, ils se démarquaient déjà dans le club. Mais voilà, ça fait quand même une grosse majorité des gens qui étaient dans le club. Donc voilà, je pense qu'en fait, comme le niveau était à peu près égal, et ben personne, c'est pas comme si on tournait, je sais pas, avec moi, l'une des pires expériences que j'ai, c'est Murilo Santana, avec qui j'ai tourné 2 fois. Une fois c'était 5 minutes, une fois c'était 10 minutes. Et les 10 minutes, j'en pouvais plus, quoi. Il m'a roulé dessus, j'en pouvais plus. Mais voilà, j'étais déjà dans le sport, j'étais déjà en mode compétition et tout. Donc, alors ça, on prend un coup au moral sur le coup, mais voilà, ça m'a pas empêché de continuer. Mais voilà, est-ce qu'il n'y a pas cette raison-là? Est-ce que c'est pas pour ça que les gens ont continué? Voilà. Peut-être répondez, n'hésitez pas à répondre dans les commentaires. Mais du coup, la question qui vient ensuite, c'est est-ce que moi, personnellement, je serais resté dans ce sport si au premier cours, les gens m'avaient roulé dessus? Est-ce que je serais resté à pratiquer ce sport-là? Je sais pas, j'aurai jamais la réponse. Mais je pense que la grande majorité des gens ne resteront pas si à la première séance, ils se font rouler dessus. Mais rouler dessus limite un peu violemment, quoi. Voilà, en mode vraiment un peu compétition, quoi. Je pense pas qu'il y ait vraiment d'intérêt à faire ça. C'est des choses qu'on voit encore beaucoup dans les clubs et que moi, en tout cas particulièrement, je vois beaucoup dans les clubs où il n'y a pas un gros niveau, dans les clubs où il n'y a pas une grosse équipe de compétiteurs. Et c'est quelque chose, enfin voilà, ça veut tout dire. Les clubs où ça se rentre dedans, les clubs où voilà, chaque sparring c'est la 3e guerre mondiale ou la finale des championnats du monde, et bah souvent c'est des clubs qui ne font rien en fait en compétition, quoi.